Bonsoir, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit, je continue la lecture de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Et vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN. Je poursuis donc. Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est en face de l'auberge du Lion d'Or, la pharmacie de Monsieur Omaïs. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin sur le sol leurs deux clartés de couleur, alors, à travers elle, comme dans des feux du Bengale, s'entrevoit l'ombre du pharmacien accoudé sur son pupitre. Sa maison, du haut en bas, est placardée d'inscriptions écrites en anglaise, en ronde, en moulée. Eau de Vichy, de Seltz et de Barège, robes dépuratifs, médecine raspaille, racaout des Arabes, pastilles d'Arcet, patronio, bandages, bains, chocolat de santé, etc., etc. Et l'enseigne, qui tient toute la largeur de la boutique, porte en lettres d'or « Omaïs, pharmacien ». Puis, au fond de la boutique, derrière les grandes balances scellées sur le comptoir, le mot laboratoire se déroule au-dessus d'une porte vitrée qui, à moitié de sa hauteur, répète encore une fois « Omaïs » en lettres d'or sur un fond noir. Il n'y a plus ensuite rien à voir dans Yonville. La rue, la seule, longue d'une portée de fusil et bordée de quelques boutiques, s'arrête tout court au tournant de la route. Si on la laisse sur la droite et que l'on suive le bas de la côte Saint-Jean, bientôt on arrive au cimetière. Lors du choléra, pour l'agrandir, on a abattu un pan de mur et acheté 3 acres de terre à côté, mais toute cette portion nouvelle est presque inhabitée, les tombes, comme autrefois, continuant à s'entasser vers la porte. Le gardien, qui est en même temps fossoyeur et bedeau à l'église, tirant ainsi des cadavres de la paroisse un double bénéfice, a profité du terrain vide pour y semer des pommes de terre. D'année en année, cependant, son petit champ se rétrécit et lorsqu'il survient une épidémie, il ne sait pas s'il doit se réjouir des décès ou s'affliger des sépultures. « Vous vous nourrissez des morts, Lestiboudois, lui dit enfin un jour monsieur le curé. Cette parole sombre le fit réfléchir. Elle l'arrêta pour quelque temps, mais aujourd'hui encore, il continue la culture de ses tubercules et même soutient avec aplomb qu'ils poussent naturellement. Depuis les événements que l'on va raconter, rien en effet n'a changé à Yonville. Le drapeau tricolore de fer blanc tourne toujours en haut du clocher de l'église. La boutique du marchand de nouveautés agite encore au vent ses 2 banderoles d'indiennes. Les fœtus du pharmacien, comme des paquets d'amadou blanc, se pourrissent de plus en plus dans leur alcool bourbeux, et au-dessus de la grande porte de l'auberge, le vieux lion d'or, déteint par les pluies, montre toujours aux passants sa frisure de caniche. Le soir que les époux Bovary devaient arriver à Yonville, Madame Veuve Le François, la maîtresse de cette auberge, était si fort affairée qu'elle suait à grosses gouttes en remuant ses casseroles. C'était le lendemain, jour du marché dans le bourg. Il fallait d'avance tailler les viandes, vider les poulets, faire de la soupe et du café. Elle avait de plus le repas de ses pensionnaires, celui du médecin, de sa femme et de leur bonne. Le billard retentissait d'éclats de rire. 3 meuniers, dans la petite salle, appelaient pour qu'on leur apportât de l'eau de vie. Le bois flambait, la braise craquait, et sur la longue table de la cuisine, parmi les quartiers de moutons crus, s'élevaient des piles d'assiettes qui tremblaient aux secousses du billot où l'on hachait les épinards. On entendait, dans la basse-cour, crier les volailles que la servante poursuivait pour leur couper le cou. Un homme en pantoufles de peau verte, quelque peu marqué de petites véroles et coiffé d'un bonnet de velours à glands d'or, se chauffait le dos contre la cheminée. Sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa tête dans une cage d'osier. C'était le pharmacien.
Artémise, criait la maîtresse d'auberge. Casse de la bourrée, emplis les carafes, apporte de l'eau de vie, dépêche-toi. Au moins, si je savais quel dessert offrir à la société que vous attendez, bonté divine, les commis du déménagement recommencent leur tintamarre dans le billard, et leur charrette qui est restée sous la grande porte. L'hirondelle est capable de la défoncer en arrivant. Appelle Polyte pour qu'il la remise. Dire que, depuis le matin, monsieur Omeis, ils ont peut-être fait 15 parties et bu 8 pots de cidre. Mais ils vont me déchirer le tapis, continuait-elle en les regardant de loin, son écumoire à la main. Le mal ne serait pas grand, répondit monsieur Omaïs. Vous en achèteriez un autre. Un autre billard, exclama la veuve. Puisque celui-là ne tient plus, madame Lefrançois, je vous le répète, vous vous faites tort, vous vous faites grand tort. Et puis les amateurs à présent veulent des blouses, étroites et des queues lourdes. On ne joue plus la bille, tout est changé, il faut marcher avec son siècle. Regardez Tellier plutôt. L'hôtesse devint rouge de dépit. Le pharmacien ajouta. Son billard, vous avez beau dire, est plus mignon que le vôtre. Et qu'on ait l'idée, par exemple, de monter une poule patriotique pour la Pologne ou les inondés de Lyon. Ce ne sont pas des gueux comme lui qui nous font peur, interrompit l'hôtesse en haussant ses grosses épaules. Allez, allez, monsieur Omaïs, tant que le lion d'or vivra, on y viendra. Nous avons du foin dans nos bottes, nous autres. Au lieu qu'un de ces matins, vous verrez le café français fermé et avec une belle affiche sur les auvents. Changez mon billard, continuait-elle en se parlant à elle-même. Lui qui m'est si commode pour ranger ma lessive et sur lequel, dans le temps de la chasse, j'ai mis coucher jusqu'à 6 voyageurs. Mais ce lambin d'hiver qui n'arrive pas. L'attendez-vous pour le dîner de vos messieurs ? Demanda le pharmacien. L'attendre, et monsieur Binet donc, à 6 heures battant, vous allez le voir entrer, car son pareil n'existe pas sur la terre pour l'exactitude. Il lui faut toujours sa place dans la petite salle. On le tuerait plutôt que de le faire dîner ailleurs. Et dégoûté qu'il est. Et si difficile pour le cidre, ce n'est pas comme monsieur Léon. Lui, il arrive quelquefois à 7h, 7h30 même, il ne regarde seulement pas ce qu'il mange. Quel bon jeune homme. Jamais un mot plus haut que l'autre. C'est bien qu'il y a de la différence, voyez-vous, entre quelqu'un qui a reçu de l'éducation et un ancien carabinier qui est percepteur. 6 heures sonnèrent. Binet entra. Il était vêtu d'une redingote bleue, tombant droit d'elle-même tout autour de son corps maigre, et sa casquette de cuir, à pattes nouées par des cordons sur le sommet de sa tête, laissait voir sous la visière relevée un front chauve qu'avait déprimé l'habitude du casque. Il portait un gilet de drap noir, un col de crin, un pantalon gris et en toute saison, des bottes bien cirées qui avaient 2 renflements parallèles à cause de la saillie de ses orteils. Pas un poil ne dépassait la ligne de son collier blond qui, contournant la mâchoire, encadrait comme la bordure d'une plate-bande sa longue figure terne, dont les yeux étaient petits et le nez busqué. Fort à tous les jeux de cartes, bon chasseur et possédant une belle écriture, il avait chez lui un tour où il s'amusait à tourner des rondes serviettes dont il encombrait sa maison avec la jalousie d'un artiste et l'égoïsme d'un bourgeois. Il se dirigea vers la petite salle, mais il fallut d'abord en faire sortir les 3 meuniers. Et pendant tout le temps où l'on fut à mettre son couvert, Binet resta silencieux à sa place, auprès du poêle, puis il ferma la porte et retira sa casquette comme d'usage. « Ce ne sont pas les civilités qui lui useront la langue, dit le pharmacien, dès qu'il fut seul avec l'hôtesse. « Jamais il ne cause davantage, répondit-elle. Il est venu ici la semaine dernière, 2 voyageurs en drap, des garçons pleins d'esprit, qui contaient le soir un tas de farces et j'en pleurais de rire. Eh bien, il restait là, comme une alose, sans dire un mot. Oui, fit le pharmacien, pas d'imagination, pas de saillie, rien de ce qui constitue l'homme de société. On dit pourtant qu'il a des moyens, objecta l'hôtesse. Des moyens, répliqua M. Omaïs. Lui, des moyens. Dans sa partie, c'est possible, ajouta-t-il d'un ton plus calme. Et il reprit. Ah,
qu'un négociant qui a des relations considérables, qu'un jurisconsulte, un médecin, un pharmacien soient tellement absorbés qu'ils en deviennent fantasques et bourrus même, je le comprends. On en cite des traits dans l'histoire, mais au moins c'est qu'ils pensent à quelque chose. Moi par exemple, combien de fois m'est-il arrivé de chercher ma plume sur mon bureau pour écrire une étiquette et de trouver en définitive que je l'avais placée à mon oreille. Cependant, Madame Lefrançois alla sur le seuil regarder si l'hirondelle n'arrivait pas. Elle tressaillit. Un homme vêtu de noir entra tout à coup dans la cuisine. On distinguait, aux dernières lueurs du crépuscule, qu'il avait une figure rubiconde et le corps athlétique. « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur le curé ?» demanda la maîtresse d'auberge, tout en atteignant sur la cheminée un des flambeaux de cuivre qui s'y trouvaient rangés en colonnade avec leurs chandelles. « Voulez-vous prendre quelque chose ? Un doigt de cassis, un verre de vin ?» L'ecclésiastique refusa fort civilement. Il venait chercher son parapluie, qu'il avait oublié l'autre jour au couvent d'Ernemont, et après avoir prié Madame Lefrançois de le lui faire remettre au presbytère dans la soirée, il sortit pour se rendre à l'église où sonnait l'Angélus. Quand le pharmacien n'entendit plus sur la place le bruit de ses souliers, il trouva fort inconvenante sa conduite de tout à l'heure. Ce refus d'accepter un rafraîchissement lui semblait une hypocrisie des plus odieuses. Les prêtres godaillaient, tous, sans qu'on les vît, et cherchaient à ramener le temps de la dîme. L'hôtesse prit la défense de son curé. D'ailleurs, il en plierait 4 comme vous sur son genou. Il a l'année dernière aidé nos gens à rentrer la paille. Il en portait jusqu'à 6 bottes à la fois, tant il est fort. Bravo, dit le pharmacien. Envoyez donc vos filles en confesse à des gaillards d'un tempérament pareil. Moi, si j'étais le gouvernement, je voudrais qu'on saignât les prêtres 1 fois par mois. Oui, Madame Lefrançois, tous les mois, une large phlébotomie dans l'intérêt de la police et des mœurs. Taisez-vous donc, monsieur Omaïs, vous êtes un impie, vous n'avez pas de religion. Le pharmacien répondit. J'ai une religion. Ma religion, et même j'en ai plus que tous, avec leurs momeries et leurs jongleries. J'adore Dieu, au contraire. Je crois en l'être suprême, à un créateur quel qu'il soit. Peu m'importe qui nous a placés ici-bas pour y remplir nos devoirs de citoyens et de pères de famille. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église, baiser des plats d'argent et engraisser de ma poche un tas de farceurs qui se nourrissent mieux que nous. Car on peut l'honorer aussi bien dans un bois, dans un champ, ou même en contemplant la voûte éthérée comme les anciens. Mon Dieu à moi, c'est le Dieu de Socrate, de Franklin, de Voltaire et de Béranger. Je suis pour la profession de foi du vicaire savoyard. Et les immortels principes de 89. Aussi, je n'admets pas un bonhomme de bon Dieu qui se promène dans son parterre la canne à la main, loge ses amis dans le ventre des baleines, meurt en poussant un cri et ressuscite au bout de 3 jours. Chose absurde en elle-même et complètement opposée d'ailleurs à toutes les lois de la physique, ce qui nous démontre en passant que les prêtres ont toujours croupi dans une ignorance turpide, où ils s'efforcent d'engloutir avec eux les populations. Il se tut, cherchant des yeux un public autour de lui, car dans son effervescence, le pharmacien un moment s'était cru en plein conseil municipal. Mais la maîtresse d'auberge ne l'écoutait plus. Elle tendait son oreille à un roulement éloigné. On distinguait le bruit d'une voiture mêlé à un claquement de fer lâche qui battait la terre. Et l'hirondelle, enfin, s'arrêta devant la porte. C'était un coffre jaune porté par 2 grandes roues qui, montant jusqu'à la hauteur de la bâche, empêchaient les voyageurs de voir la route et leur salissaient les épaules. Les petits carreaux de ces vasistas étroits tremblaient dans leur châssis quand la voiture était fermée et gardaient des taches de boue çà et là parmi leurs vieilles couches de poussière que les pluies d'orage même ne lavaient pas tout à fait. Elle était attelée de 3 chevaux, dont le premier en arbalète, et lorsque l'on descendait les côtes, elle touchait du fond en cahotant. Quelques bourgeois d'Yonville arrivèrent sur la place. Ils parlaient tous à la fois, demandant des nouvelles, des explications et des bourriches. Hiver ne savait auxquelles répondre.
C'était lui qui faisait à la ville les commissions du pays. Il allait dans les boutiques, rapportait des rouleaux de cuir au cordonnier, de la ferraille au maréchal, un baril de hareng pour sa maîtresse, des bonnets de chez la modiste, des toupets de chez le coiffeur, et le long de la route, en s'en revenant, il distribuait ses paquets qu'il jetait par-dessus les clôtures, des cours, debout sur son siège, et criant à pleine poitrine pendant que ses chevaux allaient tout seuls. Un accident l'avait retardé. La levrette de Madame Bovary s'était enfuie à travers champs. On l'avait sifflée un grand quart d'heure. Hiver même était retourné d'une demi-lieue en arrière, croyant l'apercevoir à chaque minute. Mais il avait fallu continuer la route. Emma avait pleuré, s'était emportée. Elle avait accusé Charles de ce malheur. Monsieur Lheureux, marchand d'étoffes qui se trouvait avec elle dans la voiture, avait essayé de la consoler par quantité d'exemples de chiens perdus, reconnaissant leur maître au bout de longues années. On en citait un, disait-il, qui était revenu de Constantinople à Paris. Un autre avait fait 50 lieues en ligne droite et passé 4 rivières à la nage. Et son père, à lui-même, avait possédé un caniche qui, après 12 ans d'absence, lui avait tout à coup sauté sur le dos, un soir, dans la rue, comme il allait dîner en ville. Emma descendit la première, puis Félicité, Monsieur Lheureux, une nourrice, et l'on fut obligé de réveiller Charles dans son coin, où il s'était endormi complètement dès minuit, dès que la nuit était venue. Omaïs se présenta, il offrit ses hommages à Madame, ses civilités à Monsieur, dit qu'il était charmé d'avoir pu leur rendre quelques services, et ajouta d'un air cordial qu'il avait osé s'inviter lui-même, sa femme d'ailleurs étant absente. Madame Bovary, quand elle fut dans la cuisine, s'approcha de la cheminée. Du bout de ses 2 doigts, elle prit sa robe à la hauteur du genou, et l'ayant ainsi remontée jusqu'aux chevilles, elle tendit à la flamme, par-dessus le gigot qui tournait, son pied chaussé d'une bottine noire. Le feu l'éclairait en entier, pénétrant d'une lumière crue la trame de sa robe, les pores égaux de sa peau blanche, et même les paupières de ses yeux qu'elle clignait de temps à autre. Une grande couleur rouge passait sur elle, selon le souffle du vent qui venait par la porte entr'ouverte. De l'autre côté de la cheminée, un jeune homme à chevelure blonde la regardait silencieusement, comme il s'ennuyait beaucoup à Yonville, où il était clerc chez maître Guillaumin. Souvent, monsieur Léon Dupuis, c'était lui le second habitué du Lion d'Or, reculait l'instant de son repas, espérant qu'il viendrait quelques voyageurs à l'auberge avec qui causer dans la soirée. Les jours que sa besogne était finie, il lui fallait bien, faute de savoir que faire, arriver à l'heure exacte et subir, depuis la soupe jusqu'au fromage, le tête-à-tête de Binet. Ce fut donc avec joie qu'il accepta la proposition de l'hôtesse de dîner en la compagnie des nouveaux venus, et l'on passa dans la grande salle où Madame Lefrançois, par pompe, avait fait dresser les 4 couverts. Omaïs demanda la permission de garder son bonnet grec, de peur des coryzas. Puis, se tournant vers sa voisine, « Madame sans doute est un peu lasse. On est si épouvantablement cahoté dans notre hirondelle. » « Il est vrai, répondit Emma, mais le dérangement, ça m'amuse toujours. J'aime à changer de place. C'est une chose si maussade, soupira le clerc, que de vivre cloué aux mêmes endroits. Si vous étiez comme moi, dit Charles, sans cesse obligé d'être à cheval. Mais, reprit Léon, s'adressant à Madame Bovary, rien n'est plus agréable, il me semble, quand on le peut, ajouta-t-il. Du reste, disait l'apothicaire, l'exercice de la médecine n'est pas fort pénible en nos contrées, car l'état de nos routes permet l'usage du cabriolet, et généralement l'on paye assez bien les cultivateurs, étant aisés. Nous avons sous le rapport médical, à part les cas ordinaires d'entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais en somme, peu de choses graves, rien de spécial à noter, si ce n'est beaucoup d'humeur froide, et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysans. Ah, vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary.
bien des entêtements de la routine, où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science. Car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, aux curés, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat pourtant n'est point, à vrai dire, mauvais, et même nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre, j'en ai fait les observations, descend en hiver jusqu'à 4 degrés, et dans la forte saison, touche 25-30 centigrades tout au plus, ce qui nous donne 24 Réaumur au maximum, ou autrement 54 Fahrenheit, mesure anglaise, pas davantage. Et en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d'Argueil d'une part, des vents d'ouest par la côte Saint-Jean de l'autre, et cette chaleur cependant, qui à cause de la vapeur d'eau dégagée par la rivière et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d'ammoniac, c'est-à-dire azote, hydrogène et oxygène. Non, azote et hydrogène seulement. Et qui, pompant à elle l'humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissant en un faisceau, pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l'électricité répandue dans l'atmosphère, lorsqu'il y en a, pourrait à la longue, comme dans les pays tropicaux, engendrer des miasmes insalubres. Cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté où elle vient, ou plutôt d'où elle viendrait, c'est-à-dire du côté du sud, par les vents de sud-est, lesquels, s'étant rafraîchis d'eux-mêmes en passant par la Seine, nous arrivent quelquefois tout d'un coup comme des brises de Russie. Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs, continuait Madame Bovary, parlant au jeune homme. « Oh, fort peu, répondit-il. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là et j'y reste avec un livre à regarder le soleil couchant. Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants, reprit-elle, mais au bord de la mer surtout. Oh, j'adore la mer, dit Monsieur Léon. Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal. Il en est de même des paysages de montagne, reprit Léon. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. On voit des pins d'une grandeur incroyable, en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et, à 1000 pieds sur vous, des vallées entières, quand les nuages s'entr'ouvrent, ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. « Vous faites de la musique » demanda-t-elle. « Non, mais je l'aime beaucoup » répondit-il. « Ah, ne l'écoutez pas » Madame Bovary interrompit au maïs, en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. » Oui, ne l'écoutez pas Madame Bovary interrompit au maïs, en se penchant sur son assiette. « C'est modestie pure. Comment, mon cher? Et l'autre jour, dans votre chambre, vous chantiez l'ange gardien à ravir. Je vous entendais du laboratoire. Vous détachiez cela comme un acteur. » Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage, sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers le médecin et lui énumérait les uns après les autres les principaux habitants d'Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. On ne savait pas au juste la fortune du notaire. Il y avait la maison Tuvache, qui faisait beaucoup d'embarras. Emma reprit. « Et quelle musique préférez-vous ?»« Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver. Connaissez-vous les Italiens ?»« Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine quand j'irai habiter Paris pour finir mon droit. » C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux à propos de ce pauvre Yanoda qui s'est enfui. Vous vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Ce qu'elle a principalement de commode pour un médecin, c'est une porte sur l'allée qui permet d'entrer et de sortir sans être vu.
D'ailleurs, elle est fournie de tout ce qui est agréable à un ménage, buanderie, cuisine avec office, salon de famille, fruitier, etc. C'était un gaillard qui n'y regardait pas. Il s'était fait construire au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle, tout exprès, pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoiqu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre à lire. C'est comme moi, répliqua Léon. Quelle meilleure chose, en effet, que d'être le soir au coin du feu, avec un livre pendant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. N'est-ce pas, dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. On ne songe à rien, continuait-il. Les heures passent, on se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. C'est vrai, disait-elle. Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié. J'ai éprouvé cela, répondit-elle. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. Je trouve les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant, ils fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés comme il y en a dans la nature. En effet, observa Leclerc, ces ouvrages ne touchant pas le cœur s'écartent. Il me semble du vrai but de l'art. Il est si doux parmi les désenchantements de la vie de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Toast sans doute, reprit Emma. Aussi j'étais toujours abonnée à un cabinet de lecture. Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien, qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque composée des meilleurs auteurs. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neufchâtel, Yonville et les alentours. Depuis 2h30, on était à table, car la servante Artémise, traînant nonchalamment sur les carreaux ses savates de lisière, apportait les assiettes les unes après les autres. Apportait les assiettes les unes après les autres, oubliait tout, n'entendait à rien et sans cesse laissait entrebâiller la porte du billard qui battait contre le mur du bout de sa clenche. Sans qu'il s'en aperçût, tout en causant, Léon avait posé son pied sur un des barreaux de la chaise où Madame Bovary était assise. Elle portait une petite cravate de soie bleue qui tenait droit comme une fraise un col de batiste tuyauté, et selon les mouvements de tête qu'elle faisait, le bas de son visage s'enfonçait dans le linge ou en sortait avec douceur. C'est ainsi, l'un près de l'autre, pendant que Charles et le pharmacien devisaient, qu'ils entrèrent dans une de ces vagues conversations, où le hasard des phrases vous ramène toujours au centre fixe d'une sympathie commune. Spectacle de Paris, titre de roman, quadrille nouveau, et le monde qu'ils ne connaissaient pas, Toast où elle avait vécu, Yonville où ils étaient. Ils examinèrent tout, parlèrent de tout jusqu'à la fin du dîner. Quand le café fut servi, Félicité s'en alla préparer la chambre dans la nouvelle maison, et les convives, bientôt, levèrent le siège. Madame Lefrançois dormait auprès des cendres, tandis que le garçon d'écurie, une lanterne à la main, attendait monsieur et madame Bovary pour les conduire chez eux. Sa chevelure rouge était entremêlée de brins de paille et il boitait de la jambe gauche. Lorsqu'il eut pris de son autre main le parapluie de monsieur le curé, l'on se remit en marche. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté lire Madame Bovary de Flaubert. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit.